Messieurs, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Dominique, je te remercie d'avoir accepté d'animer cette discussion. Et sans plus tarder, je vous passe la parole. Dick Marty, bonsoir. Clarisse Rima, notre directrice, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui sont présents par ce webinaire et qui ont envie d'apprendre le parcours de vie exceptionnel de Dick Marty. J'ai d'autant plus de plaisir de souhaiter la bienvenue à Dick Marty, qu'il a exercé, en tout cas pendant une partie de sa vie, un des métiers que j'ai aussi eu au Palais fédéral. Et nous avons souvent eu une connivence, même si nous n'avons pas siégé ensemble. J'aimerais vous présenter Dick Marty, chercheur en criminologie, ancien procureur général et ancien conseiller d'État du Tessin, puis député au Conseil des États durant 16 ans et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En un mot, Dick Marty fascine autant qu'il dérange. Reconnu au-delà des frontières suisses pour son rôle décisif en tant que rapporteur sur le trafic d'organes au Kosovo, ainsi que sur les prisons secrètes de la CIA, Dick Marty officie aujourd'hui comme porte-parole de l'initiative pour des multinationales responsables. À 75 ans, cette personnalité à l'engagement infatigable a accepté d'évoquer avec nous et pour nous en exclusivité son parcours et ses convictions. J'aimerais donc dire un très grand bonjour à Dick Marty et vous me permettrez de commencer à lui poser quelques questions. Monsieur Marty, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez occupé successivement les 3 pouvoirs de l'État fédéral et instruit des affaires de première importance, comme les prisons secrètes de la CIA, le trafic d'organes au Kosovo, ainsi que les droits de l'homme en Tchétchénie. Et j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que c'était ce parcours-là dont vous rêviez lorsque vous avez démarré votre carrière de juriste en tant que chercheur en droit pénal comparé et en criminologie à l'Institut Max Planck à Fribourg-en-Brisgau? Dick Marty, à vous. Bien, bonsoir, cher président, bonsoir, madame Rima, bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de pouvoir partager cette réflexion avec vous. Évidemment, j'aurais préféré d'être avec vous tous à Fribourg, mais comme disait le général, les choses étant ce qu'elles sont, nous voilà contraints de parler à travers un ordinateur. Je suis pas encore très habitué, j'ai un peu ça me paraît un peu drôle de parler avec un casque et avec un ordinateur, mais je vais faire de mon mieux. Alors, pour répondre à cette première question, vous savez, j'ai jamais planifié ma carrière. Et jusqu'au dernier moment, avant la maturité, je pensais de choisir le métier de psychiatre. Et lors d'une présentation des professions par un de le Rotary, juste avant l'examen de Mathieu, on allait souper à la table de la profession où il y avait les représentants de la profession choisie. J'étais le seul qui avait choisi psychiatrie. Je me suis trouvé à table avec 2 psychiatres et ça a été une soirée tellement choquante que finalement, j'ai préféré choisir le droit et notamment le droit pénal. Et puis, à partir de là, ça a toujours été une série de hasards, mais des hasards assez incroyables. Moi, après les études de droit, j'aurais voulu aller au Canada, à Montréal, parce que c'était alors un centre mondial de recherche en criminologie. Mais c'est un sacrifice que je ne pouvais plus demander à mes parents. Ils m'avaient déjà payé les études. Mon père a toujours refusé de demander une bourse d'études. Et par hasard, en sortant de la bibliothèque, lorsque je préparais les derniers examens à l'Uni de Neuchâtel, je rencontre le professeur François Clerc qui me dit est-ce que vous allez quand même pas retourner tout de suite au Tessin? Et puis il me signale qu'il y a une bourse du gouvernement allemand
et aller regarder au tableau. Je vais regarder au tableau et la bourse, effectivement, il y avait une bourse pour toute l'université et l'échéance était le jour après. Alors j'ai rempli au pas de course le formulaire, j'ai gagné cette bourse et j'étais au Max Planck, qui était un grand centre et qui l'est toujours de recherche. La Max Planck Gesellschaft, c'est un peu comme le CNRS français. Et là, j'ai continué mes études, j'ai fait de la médecine légale et de la psychiatrie légale. Et puis, on m'a engagé. J'avais une très belle place à l'Institut et normalement, je serais devenu professeur de droit pénal. Un beau jour, je reçois un téléphone, il y a un poste de procureur, est-ce que ça m'intéresse? Et j'ai dû décider ça en 2 jours. Après 15 ans que j'étais procureur, un coup de téléphone un dimanche matin, le Parti radical aimerait me proposer comme candidat au Conseil d'État, vu qu'il y a un départ. Et j'ai dit, ben, écoute, mardi, je dois partir aux États-Unis pour une grande enquête, j'aurai le temps d'y réfléchir. Il m'a dit, non, on a besoin de la réponse avant mardi à midi. Et comme ça, je suis devenu conseiller d'État. Et ça a été toujours une suite comme ça de hasard. Après, si on regarde cette suite de hasard, on se dit quand même qu'il y a une espèce de fil rouge. Je ne sais pas très bien qui l'a tracé, mais j'ai jamais programmé ma carrière, voilà. Mais j'ai eu le privilège de faire des choses que j'ai aimé faire, voilà. Et je crois que c'est vraiment un privilège. C'est certainement la sincérité et l'authenticité des convictions qui a mené cette carrière. Et je dis aussi avec une certaine émotion en passant que le professeur François Clerc, auquel vous avez fait allusion, a été mon professeur de droit pénal ici à Fribourg, et il était en dernière année d'enseignement avant de prendre sa retraite. Voilà. Voilà. Alors, Dick Marty, vous êtes aussi non pas seulement une figure nationale, là on vient d'évoquer les premières étapes du parcours, mais vous êtes une figure internationale reconnue précisément pour votre droiture, votre indépendance d'esprit et un engagement sans faille en faveur de la justice et de la vérité. Et d'où vient précisément cette force, ce courage d'enquêter sur l'indicible, sur ce qu'on n'ose pas dire? Ça vient d'où ça? Mais écoutez, j'aimerais pas jouer la fausse modestie, mais je le dis avec toute conviction. Moi, j'ai le sentiment de simplement avoir fait mon devoir. Et quand on me dit, ah, tu as eu du courage, je dis, bon, qu'est-ce que c'est le courage? Courage, c'est pas être téméraire. Cinzia Fleury, la philosophe, a écrit un très beau livre il y a une dizaine d'années, La fin du courage, et le danger que cela représente pour la démocratie. Moi, je crois que être courageux, c'est tout simplement prendre la décision au bon moment sans détourner la tête. Voilà, je crois que c'est tout simplement ça. Et être courageux, je crois que c'est le devoir de tout citoyen dans une démocratie. Donc, moi, j'estime que j'ai pas de mérite pour ce que j'ai fait. Tout au plus, il y a ceux qui sont critiquables sont ceux qui ne prennent pas les décisions et qui détournent la tête et qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Voilà. Et bon, Jaurès donnait une autre très belle définition du courage. Il disait le courage, c'est chercher la vérité et la dire. Je trouve ça très beau comme définition. C'est une marque de fabrique. Et je vais peut-être prendre quelques étapes de votre vie, des étapes plus concrètes. En novembre 2005, à la suite d'informations qui étaient connues du public, qui avaient paru dans les médias, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe vous a chargé de conduire une enquête parlementaire sur ce que je cite, être des allégations de détention secrète et de transfert interétatique illégaux de détenus concernant des États membres du Conseil de l'Europe. Fin de la citation. Quel est le premier sentiment qui vous a animé lorsqu'on vous a parlé d'une telle mission qui était évidemment immense? Alors là, j'ai compris ce que l'expression mission impossible voulait dire.
j'ai eu tout à coup le sentiment d'être devant quelque chose d'impossible parce que le député au Conseil de l'Europe ne jouit pas de pouvoir particulier d'enquête. J'ai pas les pouvoirs que j'avais comme procureur. Je pouvais pas faire des perquisitions, je pouvais pas faire des écoutes téléphoniques, je pouvais pas interroger les gens s'ils voulaient pas répondre, etc., etc. Et par ailleurs, j'avais une toute petite équipe à disposition, une personne à plein temps, plus deux autres personnes à temps partiel. Et finalement, ça a été, il faut aussi avoir de la chance et il faut la provoquer, cette chance. On a pu reconstruire toute la politique américaine et les collaborations secrètes qu'elle a eues avec la plupart des États européens à la suite des attentats du 11 septembre. L'Amérique, les États-Unis, le gouvernement Bush a dit la lutte au terrorisme, c'est pas une affaire de la justice, donc pas de policiers, pas de juges, c'est la guerre. Alors quelqu'un a rappelé au président Bush que même en guerre, il y a des règles, il y a les conventions de Genève, etc. Et l'administration américaine a répondu non, c'est pas une guerre classique, c'est pas une guerre entre armées, c'est une guerre asymétrique. Et les États-Unis ont construit un droit spécial qui est contraire à leur constitution même et qui est surtout contraire à tout le droit international. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a aussi invoqué l'article 5 du pacte de l'Atlantique Nord, qui dit qu'en cas d'attaque militaire contre un des partenaires, les autres partenaires sont tenus de prêter assistance. Le choc était tellement grand qu'évidemment tout le monde a reconnu l'application de l'article 5, même si juridiquement c'était assez discutable s'il s'agissait d'une attaque militaire. Et sur la base de cet article 5, il y a eu toute une série d'accords secrets entre les États-Unis et des différents États européens. Et ce qui est absolument choquant, c'est que les États européens se sont prêtés à des opérations qui sont des opérations criminelles. Arrêter des gens en dehors de tout acte judiciaire, de les remettre à des équipages de la CIA, en dehors de toute procédure d'extradition, pas d'avocat, pas d'audition, rien du tout. Et ces gens ont été détenus à Guantanamo, en Irak, en Afghanistan et dans des prisons secrètes, en Pologne, en Roumanie, en Lituanie. Et tout ça est illégal. Moi, ce qui m'a choqué, évidemment, c'est le rôle des États européens. Les Américains, ils ont assumé leur choix, ils l'ont dit clairement. Ils ont même institutionnalisé une torture avec la collaboration, ce qui m'a absolument choqué, avec l'Association américaine de psychologie pour trouver des systèmes de torture les plus efficaces et qui laissent le moins de traces possible. Et on a pu reconstruire ça et j'ai présenté ces aspects dans 2 rapports en 2006 et en 2007. Et là, j'étais accusé de tous les côtés d'avoir écrit un roman, etc. Et j'ai dû attendre 8 ans. 2014, une commission du Sénat américain a établi un rapport sur la politique antiterroriste de l'administration Bush. Et dans ce rapport, il y a pratiquement tout, avec encore plus de détails de ce que j'avais déjà écrit en 2007. Et la Cour européenne des droits de l'homme s'est fondée sur ces rapports, d'ailleurs, pour condamner toute une série de pays européens qui avaient collaboré avec les Américains en violant la Convention européenne des droits de l'homme. L'Italie, la Macédoine, la Roumanie, la Pologne, etc. ont été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Et d'ailleurs, la Suisse a aussi été condamnée pour avoir appliqué des sanctions dites liste noire du Conseil de sécurité. Là aussi, on bloque les avoirs de personnes sans les entendre, sans formuler des accusations précises. Ces personnes ne peuvent plus passer une frontière.
Et ça, c'est contre tous les droits fondamentaux. Au moins leur dire de quoi ils sont accusés et au moins pouvoir faire un recours contre ces décisions. Il n'y a aucun droit de recours. Et ça part du Conseil de sécurité, alors que l'ONU et le Conseil de sécurité devraient être garants des valeurs du droit international, du droit humanitaire et de l'état de droit. Donc ça m'a ébranlé. Moi qui a toujours été un homme des institutions, je dois dire que c'était un coup terrible pour moi et encore maintenant, j'ai un autre regard sur nos institutions. On voit que c'est vos convictions qui ont guidé votre mission et qui vous ont permis en quelque sorte de tenir le coup puisque vous avez obtenu non pas gain de cause à titre personnel, mais la reconnaissance de vos constats plusieurs années après. Puisqu'on parle de rapports, on constate qu'ils ont permis, entre autres, que l'Assemblée plénière demande le démantèlement du système de prison secrète, on y a fait allusion, la surveillance des services de renseignement étrangers opérant en Europe, ainsi que l'adoption d'une stratégie commune de lutte antiterroriste ne portant précisément pas atteinte aux droits de l'homme. Vous avez déclaré à cette occasion que quelque chose s'était brisé en vous après cette enquête, vous venez de le dire, sur ces prisons secrètes que la CIA avait créées en Europe après le 11 septembre. Pourtant, vous aviez foi dans les institutions, vous avez encore toujours foi dans ces institutions, mais qu'est-ce qui a changé dans votre regard? Vous y avez fait une petite allusion à la fin de votre réponse précédente. Qu'est-ce qui a changé dans le regard? Non, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le double langage. Le fait que le dimanche, on parle des droits de l'homme, de l'état de droit, de la démocratie, puis le reste de la semaine, on collabore avec des arrestations illégales, avec des remises de personnes en dehors de toute assistance judiciaire et de toute garantie. Et surtout, ce qui m'a aussi ébranlé, c'est que c'est pas comme ça qu'on lutte contre le terrorisme, parce que le fait qu'il faille lutter contre le terrorisme ne doit même pas être discuté. C'est évident qu'il faut faire face à ce terrorisme. Mais en recourant à des actes illégaux, à des actes criminels, on fait que renforcer le terrorisme. On lui donne la légitimité de combattre un système qui ne sait même pas respecter ses propres lois. Et c'est ça qui est grave, c'est leur donner cette légitimité. Enfin, on fait bien de les combattre parce qu'ils ne savent même pas respecter leurs lois. Or, l'état de droit, la démocratie ne sont pas seulement pour le beau temps, ça doit être la ligne de conduite de notre État dans toutes circonstances. Et d'ailleurs, quand il y a des situations particulières, on applique des règles qui sont fixées pour l'état de nécessité, etc. Alors, aujourd'hui, je constate que ce double langage est encore souvent utilisé. Je suis assez choqué de voir comment on traite les requérants d'asile, comment on laisse mourir les gens dans la Méditerranée. C'est terrible chaque jour. Je suis dans le comité de SOS Méditerranée. Nous avons un bateau qui a sauvé beaucoup de vies. Ce bateau est bloqué par les autorités italiennes parce que le raisonnement, il ne faut pas les sauver parce que sans ça, c'est un appel d'air. Mais les gens essayent de venir quand même. Et chaque jour, il y a des gens qui se noient. Et ça, c'est l'Europe. La Méditerranée, qui était le berceau de la civilisation, est en train de devenir un cimetière. Et ça me révolte et ça m'indigne. Voilà. Vous avez fait allusion à différents comportements criminels ou à de l'hypocrisie dans la théorie publique. Et vous avez souvent dit que la corruption était au fond pire que le terrorisme, qu'elle l'alimentait. C'est un des actes criminels les plus importants. Quel est votre fond de pensée par rapport à cette corruption que vous avez dû combattre partout? Mais vous voyez, le terrorisme, en fait, n'a aucune prise sur notre société. Notre société est violemment contre le terrorisme. Et donc, ce sont des éléments en réalité extérieurs à notre société qui apportent ce
terrorisme, ou c'est, je pense surtout à la France, le produit d'une politique d'immigration et surtout d'intégration qui était complètement fausse. Mais ce n'est pas un problème. Le terrorisme ne va pas contaminer notre société. On est tous unis dans la défense contre le terrorisme. La corruption, c'est différent. La corruption, c'est un virus très sournois qui s'insinue dans l'organisme de la société démocratique parce que l'argent a ce pouvoir vraiment dévastateur. Et souvent, quand les maux de la corruption deviennent apparents, c'est souvent trop tard. Alors oui, moi je prétends que la corruption est le plus grand danger de nos sociétés démocratiques et c'est extrêmement difficile de combattre la corruption. Pourquoi? Parce que normalement, dans un acte criminel, vous avez un auteur et une victime. Et donc, c'est plus facile de reconstruire les faits. Dans la corruption, vous avez deux acteurs qui sont en présence et les deux sont des criminels, le corrupteur et le corrompu. Et c'est là que ça devient difficile et c'est pour cela qu'il faut renforcer les règles qui protègent les whistleblowers, les lanceurs d'alerte. Et je suis estomaqué de voir que la Suisse résiste toujours pour introduire des règles de véritable protection contre les lanceurs d'alerte. Moi, j'ai fait un acte parlementaire, je pense il y a de ça 12 ou 13 ans, et on attend toujours la suite. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce frein, à votre avis? Et parce que la corruption, n'est-ce pas, la plupart des crimes qu'on poursuit sont des crimes qui sont commis par des personnes qui sont un peu à la marge de la société. Et on a toujours beaucoup plus de peine de poursuivre des crimes qui touchent même des centres de pouvoir à l'intérieur de notre société. Moi, je me rappelle au Tessin qu'on a commencé vraiment à être actif dans la criminalité économique, qu'on a commencé à faire des perquisitions dans les banques, on a arrêté des notaires qui faisaient des actes faux, etc. On a été, je me rappelle mon collègue Paolo Bernasconi et moi-même, on a été très violemment critiqués. On devenait tout à coup des magistrats de gauche, comme si c'était le privilège de la gauche de s'engager pour la justice. J'aimerais venir bien sûr à l'actualité, puisqu'on parle de nos institutions et de nos débats. Vous coprésidez le comité d'initiative pour des multinationales responsables qui sera soumise au vote à la fin de ce mois. Pourquoi avez-vous pris cette cause à bras-le-corps? Écoutez, ça fait depuis une dizaine d'années que je suis actif dans ce domaine. Nous avons commencé par lancer une pétition, Droits sans frontières, qui demandait à la politique de mettre en œuvre ce que le professeur Ruggie suggérait, professeur Ruggie qui avait été chargé par le Conseil des droits de l'homme de se pencher sur le problème de la responsabilité des sociétés, surtout des sociétés multinationales. Et la politique, hélas, n'a pas réagi. Il y a eu un vote rocambolesque au Conseil national, ça passait par une boîte, puis après on a demandé un deuxième vote, et puis c'était le soir, beaucoup de députés étaient partis, donc la motion a été, qui était une motion de la Commission de politique étrangère, entre parenthèses, a été repoussée. Alors on a décidé de lancer une initiative. Moi, je suis vraiment étonné et inquiet de voir à quel point on est en train de répandre des contre-vérités sur cette initiative. Encore hier matin, sauf erreur, ou avant-hier matin, le CIO de Nestlé affirme que dans cette initiative, on renverse le fardeau de la preuve. Et donc, ce serait pratiquement à l'entreprise de prouver qu'elle est innocente. C'est quelque chose de complètement faux. En réalité, on reprend exactement le droit de la procédure
pour responsabilité civile qui est prévu dans le Code des obligations, notamment l'article 55. Article 55 est Code des obligations qui sont en vigueur en Suisse depuis plus de 100 ans. Alors, ce n'est pas n'importe qui dit ça, c'est le CIO de Nestlé et qui a une crédibilité, qui a de l'autorité. Et entre parenthèses, qui a un salaire qui correspond à ce que gagnent toutes ensemble 100 ou 200 infirmières spécialisées. Mais si une infirmière faisait une erreur comme celle qu'il a fait à la radio en une heure de grande diffusion, cette infirmière perdrait tout de suite la place. Alors, la même chose a été affirmée le jour avant d'ailleurs par une conseillère nationale dont je tairai le parti pour pas rougir, mais le Conseil, le Parlement discute depuis 3 ans et demi de cette initiative. Et tout le monde devrait savoir que c'est un principe du droit suisse et que c'est une clause libératoire et pas un renversement de la preuve. Pour vous donner un petit exemple. Deuxième exemple, si vous permettez, on dit qu'on fait quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est faux, c'est faux. En Angleterre, il y a 2 procès, notamment contre la grosse entreprise Vedanta, qui est un concurrent de Glencore, qui est accusé d'avoir empoisonné de l'eau potable en Zambie, et la Cour suprême de Grande-Bretagne a établi que comme ces villageois n'avaient pas un accès plein et complet à la justice de leur pays, c'était tout à fait justifié qu'ils demandent réparation du dommage subi au tribunal de Londres, siège de Vedanta. Au Canada, il y a la même chose pour une entreprise au Canada qui est une entreprise canadienne qui est accusée d'esclavagisme en Érythrée. La France a une loi depuis 2017 et il y a 2 procédures civiles contre Total. Donc, on n'a rien inventé de neuf, contrairement à ce qu'on dit et ce que, hélas, a dit aussi notre ministre de la Justice, qui était visiblement mal renseigné et mal coaché. Mais vous admettez, Dick Marty, que l'esprit de l'initiative ne serait peut-être pas très compatible avec les aspirations politiques libérales. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord, parce que le libéralisme n'est pas le libérisme. Le libéralisme, c'est pas faire n'importe quoi. Le libéralisme, c'est pas s'avantager dans la concurrence au prix de sacrifier les droits de l'homme et les valeurs essentielles de la protection de l'environnement. Non, moi j'interprète le libéralisme et j'ai toujours interprété le libéralisme comme oui, le libre marché, la responsabilité individuelle, mais le libre marché doit répondre à certaines règles. Parce que sans règles, il n'y a pas une compétition loyale. Et moi, je pense que certains dirigeants de partis devraient relire John Rawls, qui disait bien que dans notre société, oui, il peut y avoir des vainqueurs, mais on doit être attentif à qu'il n'y ait pas de perdants. Et c'est comme ça qu'une société devient une société civilisée et qui devient une société prospère. Et moi, je trouve choquant qu'on puisse accepter que des sociétés qui ont leur siège en Suisse, et c'est pas les PMU qui sont concernés, c'est des grandes sociétés qui n'ont en réalité aucune attache avec notre pays, sinon le siège. L'actionnariat suisse dans ces grandes sociétés est réduit à quelques pourcents dans le meilleur des cas. Mais moi, ça me dérange, ça me choque, ça me scandalise que des entreprises qui agitent le drapeau suisse violent les droits de l'homme au Congo, en Zambie, au Pérou, en Bolivie, etc., simplement pour augmenter leurs gains. Moi, je trouve ça inacceptable. Et la Suisse, avec sa tradition humanitaire, je crois qu'elle devrait être au premier rang, pas au dernier. On nous a dit, mais pourquoi on doit être les premiers? Bon,
j'ai démontré qu'on n'est pas les premiers. Mais moi, je réponds, mais pourquoi on devrait être les derniers? Heureusement qu'on a été les premiers à créer la Croix-Rouge et on est fiers aujourd'hui encore de cela. Et donc, c'est une optique tout à fait libérale parce que si on est réduit au point de dire on accepte qu'on viole ailleurs les droits de l'homme pour que les actionnaires aient plus de revenus, je me dis qu'on est tombé vraiment très, très, très bas. Dick Marty, vous permettez que je passe à une autre question d'actualité, le Covid-19. Cette pandémie va creuser certainement encore plus le fossé des inégalités, va menacer la cohésion sociale ici ou ailleurs. Comment vous analysez cette crise et la relation du pouvoir public aux solutions qui tentent d'être mises en œuvre? Alors oui, je crois que c'est la première fois que l'humanité tout entière doit faire face à un immense défi en même temps. On a eu des pandémies dans le passé, c'est vrai, mais c'était jamais en même temps et partout sur le globe. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays qui est épargné et nous faisons tous face à cette pandémie. Mais cette pandémie est en train de démontrer à quel point notre système est fragile. Alors que la pandémie exigerait une gouvernance mondiale pour faire face, chacun dans son petit coin prend ses mesures alors qu'il faudrait coordonner. Il y a plus de 100 entreprises qui sont en train de chercher un vaccin alors qu'il faudrait réunir toutes les forces pour trouver ce vaccin. Et puis cette pandémie met aussi en évidence les aberrations de la mondialisation. On constate tout à coup qu'il n'y a plus personne en Europe qui produit du paracétamol, qui produit des masques de protection, qui produit des réagents pour des tests et il n'y a plus personne qui produit en Europe des antibiotiques. Ce qui démontre que le libéralisme absolu porte à des aberrations qui sont extrêmement dangereuses. Et puis, vous l'avez bien dit, cette pandémie va exaspérer le fossé entre la minorité de riches et la majorité qui deviendra toujours plus pauvre. Des études qui ont été faites récemment comptent qu'au moins 100 millions de personnes seront tout à coup jetées dans la pauvreté extrême. Et donc, tout ça va accentuer tous les problèmes migratoires, tous les problèmes de conflit. Et cela, une fois de plus, démontre que notre politique de ces dernières décennies était une politique qui n'était pas réfléchie. Et quand je dis, pour retourner seulement un instant à l'initiative, quand on reconnaît des droits à ces personnes, de faire valoir le dommage qu'ils ont subi et de demander devant une instance indépendante judiciaire la réparation, c'est aussi combattre contre le phénomène de la migration excessive, c'est aussi permettre à ces gens de se développer sur place et de gérer leur pays d'une façon convenable. Donc, cette pandémie est un défi immense, très dangereux. On peut basculer d'un côté et de l'autre. Moi, j'espère que ce sera l'occasion d'une profonde réflexion pour remettre un peu de l'ordre dans ce monde et surtout comprendre qu'il y a de plus en plus de phénomènes qui doivent être affrontés avec une gouvernance mondiale. Je pense à l'environnement et cette pandémie a beaucoup à voir avec la détérioration de l'environnement et de notre rapport avec la nature. Et nous avons la criminalité qui devient de plus en plus internationale alors que les juges et les procureurs et les polices restent confinés et les lois restent confinées à l'État national. Il y a l'aspect sanitaire, il y a beaucoup d'autres aspects qui sont aujourd'hui
mondiaux et qui demandent une réponse mondiale. Et moi, si j'ai un rêve, c'est que la Suisse soit exemplaire et prenne des initiatives en ce sens. Il me semble qu'elle est plutôt aux abonnés absents actuellement. Vous évoquez les questions de gouvernance et aussi le manque de courage qu'ont certains élus. On a pu constater à l'occasion de cette pandémie que le populisme avait été souvent le maître penseur de chefs d'État dans des États qui sont de grande importance. Et il y a une sorte de valse-hésitation dans les mesures à prendre. Faut-il être plutôt proche des préoccupations sanitaires? Faut-il plutôt privilégier l'économie? On a senti un manque de courage. À quoi attribuez-vous cette sorte de frilosité des dirigeants partout dans le monde, plus ou moins? Mais c'est vrai que le populisme est en train de faire des ravages un peu partout, hein. Les États-Unis, le Brésil, les Philippines, la Hongrie, on a eu l'Italie, bien d'autres pays. Chez nous, le débat politique, et vous êtes bien placé pour le savoir, aujourd'hui n'est plus ce qu'il était auparavant. Il n'y a plus ce respect, il n'y a plus cette capacité de discuter. Et ça me permet de dire qu'effectivement, nous avons, tout étant en des chambres différentes et en des partis différents, on a pu faire des combats ensemble parce qu'on partageait et on partage toujours un nombre important de valeurs. Et aujourd'hui, c'est sur la confrontation, sur des contre-vérités. Et ce qui m'a aussi étonné, pour revenir à la Suisse, c'est un certain déficit d'état de droit et de démocratie. La situation de nécessité qui permet au Conseil fédéral de prendre des décisions que le Parlement aurait mis des années pour décider. On a dépensé 40 ou 50 milliards en quelques minutes. C'est le Conseil fédéral qui le définit tout seul, l'état de nécessité. Il n'y a aucune instance qui a même de dire non, c'est pas tellement comme ça. Je crois que le 14 mars, le Parlement a pris congé et il n'a pas continué sa session. Le jour après, le Conseil fédéral déclare l'état de nécessité ou l'état extraordinaire, je crois le mot technique. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu que le Conseil fédéral vienne devant l'Assemblée fédérale, chambre réunie, et qu'il fasse une proclamation et expliquer pourquoi il décrète l'état de nécessité? Ça aurait été un respect pour les institutions, un respect pour le Parlement. Et toutes les mesures que prend le Conseil fédéral, il n'y a aucune instance judiciaire qui peut intervenir. Alors qu'en France, il y a le Conseil constitutionnel, il y a l'instance suprême administrative qui peuvent intervenir. Et là, qu'on voit que notre démocratie et notre état de droit a aussi des faiblesses. Et j'espère qu'on en tirera des conséquences. J'aimerais partager d'ailleurs un avis avec vous. Il y a eu souvent au sein du Parlement des interventions demandant la création d'une cour constitutionnelle. Ah. Et cette demande, elle a été constamment battue en brèche et elle est un petit peu un fourre-tout qui permet ensuite de ne pas forcément légiférer dans le sens de ce qui a été voté par le peuple et les cantons. Tout à fait. Et puis, ce qui est grave, on n'applique pas des initiatives populaires qui ont été adoptées, qu'elles nous plaisent ou elles ne plaisent pas. Moi, actuellement, je pense à une initiative que j'ai combattue, que je n'aime pas du tout, mais on ne l'applique pas. Parce que le Parlement, s'il avait fait son devoir, il n'aurait pas dû accepter cette initiative, parce qu'il n'y avait pas l'unité de la matière. Exact. Dick Marty, pendant ces quelques 40 minutes, vous nous avez décrit un immense parcours de vie, marqué non pas par des hasards, mais par des concours de circonstances ou d'heureuses prémonitions qui vous ont constamment mené sur un chemin lié à la main publique, comme procureur, comme conseiller d'État, comme conseiller aux États, comme juge international. Toutes vos fonctions ont toujours été liées à la mission de l'État. Est-ce qu'un même parcours
vous aurait tenté ou aurait été possible dans l'économie privée? Mais j'ai tout de suite décidé de ne pas être avocat. Ça a été un choix. Je respecte beaucoup la profession d'avocat. Les avocats sont absolument nécessaires et chaque personne doit être défendue et représentée. Mais c'était pas mon aspiration. Après, dans les institutions, j'ai eu le privilège de pouvoir travailler selon mes convictions. Cela ne veut pas dire que j'ai pas participé à la vie économique. Peut-être peu savent, parce qu'au Parlement, jamais personne n'a pu dire que je représentais certains intérêts, mais j'ai été pendant 19 ans membre du conseil d'administration restreint de la banque Migros. J'étais responsable de l'audit. Je suis toujours depuis plus de 20 ans dans une grande entreprise de génie civil à Neuchâtel. J'ai présidé le conseil d'administration d'une fabrique de wagons à Ljubljasko. On fabrique des wagons pour le transport des gros camions. C'est des wagons spéciaux très bas qu'on vend dans différents pays du monde. Je dis cela simplement pour dire que lorsqu'on me reproche, mais tu connais pas les nécessités de l'économie, je me permets de dire non, c'est faux, parce que j'ai été actif dans différentes activités, dans différentes entreprises de différentes natures d'ailleurs. Et quand j'étais conseiller d'État, j'avais d'ailleurs le département de l'économie et des finances. Mais c'est vrai, j'aurais pu faire une carrière privée. Je crois que je me sentais plus à l'aise dans les institutions et peut-être c'est la fonction judiciaire qui m'a intéressé le plus, voilà. Et d'ailleurs, au Conseil de l'Europe, finalement, je suis un peu retourné aux premiers amours, c'est-à-dire faire des enquêtes, chercher la vérité, essayer de comprendre. C'est votre trajectoire de vie, en un mot. Merci infiniment, Dick Marty, pour cet exposé, pour avoir répondu à toutes nos questions. Et puis maintenant, je vais repasser la parole à Claire-Lise Rima, notre animatrice, notre directrice, pour les questions qui ont été posées par nos participants au webinaire. Claire-Lise, c'est à vous. Messieurs, un immense merci. Si toutes les conversations pouvaient être si profondes, respectueuses de la vie de chacun, le monde irait beaucoup mieux, je pense. Il y a déjà pas mal de questions. Je vais commencer par les questions par écrit. On a Bruno qui nous demande quels sont les meilleurs outils pour combattre la corruption. Est-ce que l'on constate des progrès dans les domaines de leur application ou un déclin globalement? Alors, l'outil principal est la transparence. Plus il y a de transparence, plus il sera difficile d'être corrompu ou de corrompre. Et en Suisse, hélas, on a un peu le culte du secret. Il y a eu le secret bancaire qui a été utilisé énormément dans la corruption internationale. On est un des seuls pays qui n'a pas de transparence dans le financement des partis politiques et des campagnes politiques. On est rappelé à l'ordre régulièrement par le Conseil de l'Europe. On était deux pays, il y avait un autre pays, maintenant on est tout seul parmi ces moutons noirs. Voilà, la transparence est essentielle. Et puis, j'en ai déjà fait allusion, la protection des lanceurs d'alerte. Ça, c'est fondamental aussi. Merci beaucoup. Avant de continuer avec les questions par écrit, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que dès maintenant, vous pouvez lever la main avec l'outil lever la main. Et comme ça, je vous donne la parole. Du coup, je peux faire un mix entre les questions par écrit et par oral. Bernard, je te passe la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Merci pour cette magnifique intervention, Monsieur Marty, et surtout ce magnifique parcours que vous avez eu. Vous savez, l'ASC,
Finalement, c'est une association de cadres et je voudrais revenir au début de votre intervention. Et je sais que je vais toucher un peu votre modestie, mais quand même, des gens qui ont fait le master en droit pénal ou en droit, je ne sais pas quoi, il y en a beaucoup. Pourquoi vous, à votre avis, vous avez réussi à faire ce parcours qui est absolument extraordinaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous avez donné quelques pistes, mais réellement, au fond de vous, qu'est-ce qui se passe pour que vous arriviez à une telle situation? Ah, vous savez, je crois que dans la vie, il faut voir la chance un peu de son côté. Après, c'est vrai qu'il faut aussi se donner de la peine pour séduire la chance. Vous savez, si je n'avais pas rencontré le professeur Claire, si j'étais sorti de la bibliothèque 3 minutes avant, j'aurais pas rencontré François Claire, j'aurais pas vu la bourse allemande et mon parcours aurait été probablement complètement différent. Et voilà. Après, au Conseil de l'Europe, il y a eu ces enquêtes. J'aurais pu complètement les rater et tout le monde aurait rigolé. Parce qu'en réalité, personne ne voulait faire ces rapports. Il y avait des rapports beaucoup plus séduisants au Conseil de l'Europe. Quand il y avait des conflits sur la propriété d'une île entre la Grèce et la Turquie, c'était agréable d'aller faire un petit voyage sur cette île. Moi, j'ai dû, parce que je l'ai bien voulu, mais j'ai dit, mais c'est impensable que personne ne le fasse. Donc, j'ai été en Tchétchénie, à un moment particulièrement délicat. J'ai été au Kosovo, j'ai fait ça, mais parce que je l'ai considéré comme mon devoir. Et une fois encore, je l'ai fait parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais été mal. J'aurais eu de la peine à me regarder le jour après dans la glace. Voilà. Donc, finalement, il y a aussi une composante, c'est pas seulement de l'altruisme, c'est aussi pour être en paix et oui, en sérénité avec soi-même. D'accord. Merci infiniment. Merci à vous, messieurs. Bonne soirée encore. J'ai une autre question de Sébastien. Pensez-vous qu'il sera un jour possible de dénommer et de punir légalement certains actes de lobbying comme étant de la corruption au sein de nos institutions? Je pense notamment aux arguments contre l'initiative que vous soutenez actuellement ou comme autre exemple à la gestion de notre système de santé et de l'augmentation des primes de caisse maladie. Alors, même si j'étais procureur, je ne crois pas que le droit pénal soit l'instrument idéal pour résoudre tous les problèmes. Le lobbying en tant que tel ne me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est de voir que les parlementaires cèdent au lobbying. Le lobbying en soi, il peut être utile parce que ce sont des centres d'intérêt de la société qui font valoir leurs intérêts. Et puis, c'est aux politiques de recueillir toutes ces opinions et de dire qu'est-ce qui est juste en ce moment, qu'est-ce qui est équitable. Il faut tenir compte des intérêts divergents de plusieurs parties de la société et il faut trouver quelque chose qui soit acceptable pour tout le monde parce que notre société est quand même fondée sur le consensus. Après, si le lobbying intervient avec des moyens illicites qui deviennent de la corruption, alors oui, là on est en plein dans le droit pénal et les deux parties sont dans le droit pénal. Mais là encore, il faut qu'il y ait de la transparence. Et les médias jouent naturellement un rôle important. Lorsque le CEO de Nestlé a raconté cette baliverne du renversement de la preuve, moi j'estime que le journaliste aurait dû dire « Mais monsieur, vous ne savez pas que c'est dans la loi ?» Parce que si on invite quelqu'un à parler sur l'initiative, un journaliste doit se préparer et doit connaître la matière qu'il traite avec son interlocuteur. Et la même chose, il y a eu une intervention de Madame Keller-Souter
où elle a dit quelque chose d'absolument aberrant, la journaliste. Elle a dit, Madame, l'initiative, c'est comme si vous deviez répondre de mes actes. Mais c'est totalement aberrant. On doit répondre de ses propres actes si on est auteur direct du dommage ou si le dommage a été causé par une société qu'on contrôle. Et économiquement, contrôler une société veut dire qu'on a un pouvoir de décision. Merci beaucoup. Nicolas, qui aimerait prendre la parole oralement. Vous m'entendez? Très bien. Allô? Oui, d'accord, très bien. Pour faire suite à ce que vous venez de dire, une des questions, oui, voilà, excusez-moi. Une question peut se poser de l'efficacité d'une réglementation nationale lorsque les entreprises sont de facto multinationales. J'ai pas tout à fait bien compris le début, mais je le devine. Est-ce que le droit national peut régler l'activité d'une société multinationale? C'est plus ou moins ça, ou bien? Voilà. Alors nous, en fait, on n'intervient pas dans le droit des autres pays. Pas du tout. Donc, déjà, là, l'accusation de néocolonialisme est totalement absurde et grotesque. Nous, on n'intervient pas du tout. On intervient en Suisse où le siège de la société est. Et on n'intervient pas dans les sociétés qui n'ont pas leur siège en Suisse. Et on reconnaît à toute victime de l'activité de ces sociétés avec siège en Suisse de actionner la société en dommages-intérêts auprès du tribunal du siège de la société. Donc, c'est une affaire suisse-au-suisse, si vous voulez. Alors, vous me dites, oui, mais les actes ont eu lieu à l'étranger. Mais déjà aujourd'hui, vous savez, dans les principaux tribunaux de commerce de Suisse, la moitié des cas se réfèrent à des actes qui ont lieu à l'étranger. D'ailleurs, on a une loi sur le droit international privé qui dit d'ailleurs à l'article 2 ou 3 que le fort est le fort du défendeur. Et dans ce cas-ci, le défendeur, c'est l'entreprise. Et dans une action civile en dommages-intérêts, c'est toujours au lésé qui doit actionner le tribunal. Il doit anticiper tous les frais et c'est à lui de porter la preuve du dommage et de la négligence et de lien de causalité adéquat entre la négligence et le dommage. Donc, oui, c'est efficace. Et d'ailleurs, plusieurs autres pays sont en train de faire la même chose. Merci beaucoup. J'ai une autre question de la part de Laurent. Laurent demande, est-ce que cette initiative est-elle le bon outil? Ne devrions-nous pas passer par un accord international via l'ONU avec un support des ONG en impliquant d'autres pays? La Suisse accepterait-elle un jugement d'un tribunal étranger basé sur une loi ou clause à laquelle elle n'a pas participé? J'ai un exemple de recours en responsabilité pour lésion corporelle intenté aux États-Unis pour des faits commis en Suisse, refusés pour de bonnes raisons. Oui, alors les États-Unis, c'est particulier parce que ils ont une clause d'universalité. Et tout acte commis contre un citoyen américain est justiciable chez eux. Et donc, moi, je me suis trouvé sur le dos une fois une procédure civile aux États-Unis parce qu'en tant que procureur, j'avais arrêté quelqu'un qui avait un passeport américain, qui avait commis une escroquerie et contre d'ailleurs la Zambie. Et j'ai retrouvé les 50 millions qui avaient été escroqués à la Zambie aux îles Vierges et je les ai rendus à la Zambie. Et ce monsieur m'a fait une procédure civile aux États-Unis. Il a fallu prendre un avocat, ça coûtait très cher. Et pour dire que les États-Unis ont un système d'action en responsabilité qui n'est nullement comparable au nôtre. Alors, vous savez, pour avoir un instrument international, il faut des années et des années. Alors, depuis des années, hélas, nous avons des scandales où des entreprises avec siège en Suisse
sont mêlés. On a eu vous savez que 50% de l'or mondial est raffiné en Suisse par 4 entreprises, dont 3 sont ici au Tessin. Et on a eu plusieurs scandales d'or qui venaient de mines illégales où il y a des enfants qui travaillaient. Et on ne peut pas continuer à ne rien faire. Et attendre un instrument international, ça veut dire attendre encore 10 ou 15 ans. Et puis, vous aurez beaucoup de pays qui ne voudront pas participer. Mais le sujet effectivement actuel, et la presse n'en a pas parlé, mais à Genève, il y a eu ces derniers jours des grandes discussions avec des pays africains, avec des ONG, justement, pour trouver des solutions internationales. Mais pour le moment, vu que le droit est confiné à l'État national, il faut que chaque pays fasse le ménage chez soi. Et pour nous faire le ménage, c'est que nos entreprises se comportent correctement à l'étranger. Et j'ajoute, si je ne l'ai pas déjà dit, et si je le répète, c'est bien, c'est que la plus grande partie de nos entreprises se conduisent très, très correctement. Et c'est une raison de plus de combattre ceux qui ne se conduisent pas bien. Parce que finalement, ceux qui ne se conduisent pas bien, c'est de la concurrence déloyale. Merci. En attendant les autres questions, j'ai aussi une question qui me taraude l'esprit. Vous avez parlé de la corruption qui gangrénait le système encore plus que le terrorisme. À partir du moment où on s'attaque à la corruption ou au terrorisme, d'ailleurs, on reçoit beaucoup de menaces. J'imagine qu'à votre niveau, vous avez eu droit à des menaces fort sympathiques. Comment on fait pour résister à tout ça et continuer le combat? Écoutez, il faut être un peu naïf et il faut se dire que comme je fais une chose juste, il n'y a rien qui peut m'arriver. Et puis, je me suis toujours dit que j'ai fait longtemps les voyages entre Berne et où j'habitais en voiture parce qu'on avait toujours un tas de choses et puis les correspondances n'étaient pas bonnes. Depuis ça s'est amélioré. Et je me suis dit que statistiquement, j'avais infiniment plus de possibilités d'avoir un accident de la circulation. Ce qui est assez curieux, c'est que nous avons une perception du danger qui est normalement totalement faussée. Quand vous parlez du terrorisme, aux États-Unis, depuis 2001 à aujourd'hui, les victimes du terrorisme sont 3030 personnes. C'est beaucoup, c'est trop, c'est inadmissible. Presque toutes le 11 septembre. Vous savez combien de morts dus à un usage d'armes à feu? C'est des chiffres de guerre. Ce sont entre 600 et 800 000 personnes qui sont mortes pendant ce laps de temps. Il y a environ entre 70 et 80 personnes chaque jour qui meurent dues à l'usage d'une arme à feu. Alors, pour le terrorisme, on est prêt à sacrifier toutes les libertés, alors que non seulement on n'interdit pas aux États-Unis les armes, mais il n'y a jamais eu de vente d'armes aussi haute comme ces dernières semaines. Pour dire qu'on a une perception du danger qui est très faussée. En Suisse, nous avons chaque jour 26 morts dus au tabagisme, 9500 personnes par année. Eh bien, le Parlement a tenté à plusieurs reprises d'interdire, je ne dis pas l'usage parce que le prohibitionnisme ne marche pas, mais au moins la publicité. Prohibition totale de la publicité, on n'a jamais réussi. Et vous savez pourquoi? Parce que Philippe Maurice a son siège en Suisse et a toujours pu faire un lobbying très efficace au Parlement. Donc, imaginez la force de ces lobbies dans des pays comme la Zambie, le Congo, etc. En parlant de terrorisme, toujours, j'ai une question qui nous vient par écrit par rapport à la situation terroriste en France. Produit d'une politique d'intégration, mais aussi le résultat d'une politique d'intervention dramatique des gouvernements français, notamment au Moyen-Orient, au nom des droits de l'homme. Est-ce que là aussi, il y a un double langage? Ah bien, la France, vous savez, quand on humilie des peuples, l'histoire présente toujours la facture. Toujours. Tôt ou tard, la facture arrive.
Et la France, naturellement, elle paye son passé colonial, elle paye cette guerre cruelle qu'il y a eu en Algérie et l'intervention, et là il faut donner raison, la France, heureusement elle s'est abstenue, mais l'intervention en Irak de la coalition conduite par les Américains, du point de vue du terrorisme, c'est catastrophique. Ça a été comment, c'est donner une motivation aux terroristes qui ne pouvaient rêver mieux. Et en Libye, ça a été la même chose. Et là, les Français sont intervenus. Et donc, oui, la France a eu des attitudes. Quand vous pensez à Sarkozy qui se mettait à plat ventre devant Kadhafi, qui lui a laissé planter les tentes dans les jardins de l'Élysée, etc. Et puis après, il va le bombarder. Ça, c'est des choses qu'on paye. C'est des choses qu'on paye et la facture est très dure. Merci beaucoup. Je vois que les gens, ils m'écrivent tous. Je ne sais pas si vous les impressionnez. D'habitude, tout le monde veut poser des questions par oral. Donc, j'insiste, messieurs, dames, vous pouvez lever la main. En attendant, une autre question par écrit. En tant que procureur, quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué? Ouh là 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 là. Alors là, il y en a eu tellement. Vous savez, comme procureur, on était en contact chaque jour et souvent la nuit, parce que le procureur chez nous, c'était celui qui intervenait tout de suite. Et moi, je me rappelle, c'était un vendredi soir, ça commençait le week-end, j'étais venu dans la petite maisonnette de vacances qu'on avait en dessus de Lugano. Et à peine arrivé, on me téléphone, une mère a noyé ses 2 petits-enfants. Et voilà, aller sur place, c'était 2 petits-enfants qui avaient exactement l'âge de mes enfants. Ça, c'est des choses qui vous marquent. Après, oui, il y a eu des procès sensationnels, mais c'est pas toujours le sensationnel qui est le plus, comment dirais-je, émouvant, le plus troublant. C'est la misère humaine qui trouble, c'est la douleur, c'est l'injustice de la vie souvent, de voir comment certaines personnes sont victimes des circonstances et voilà. Donc je pourrais pas dire une affaire particulière, mais ouais, j'en ai eu plusieurs, c'est vrai. Vous avez raison de le dire, la gauche n'a pas le monopole du cœur avec vous. Une autre question qui nous vient aussi par écrit, hors du contexte législatif et judiciaire, trouvez-vous que l'exposition des réseaux sociaux impacte la conduite morale des entreprises? On a pu voir il y a quelques années le raz-de-marée autour de l'huile de palme et Nestlé, entre autres. Plus que punir, ne faudrait-il pas éduquer les citoyens et les rendre acteurs de ces combats? Alors ça, c'est vrai. Alors sur les réseaux sociaux, moi j'appartiens à une génération qui probablement est dépassée, mais moi, par principe, je participe jamais aux réseaux sociaux. Je suis pas sur Facebook, pas sur Twitter, puis tous les noms là, j'y suis pas. Parce que j'ai jeté quelques regards sur ces réseaux et souvent j'ai l'impression d'assister à des cloaques à ciel ouvert, tellement il y a de la méchanceté, de la haine, etc. Après, c'est vrai qu'on peut faire un bon usage. Et c'est vrai que le citoyen qui est conscient peut contribuer énormément à que les choses aillent mieux en achetant des produits. Quand vous achetez des habits qui coûtent quelques francs, mais regardez-les et demandez-vous, mais est-ce possible? Alors posez-vous la question, dans quelles conditions travaillent les gens qui ont fait ces habits? Non seulement ça détruit notre industrie textile en Suisse, mais ça crée une espèce d'esclavagisme au Bangladesh, au Cambodge, etc. Et donc, un citoyen qui s'informe, un citoyen qui se comporte conformément à des choix éthiques peut énormément contribuer. Et je dirais que dans une démocratie, c'est essentiel. Une démocratie ne peut vivre qu'à travers l'engagement des citoyens. Sans ça, c'est plus une démocratie. La démocratie, c'est un régime exigeant. C'est un régime exigeant. C'est pour ça que moi, je soutiens
la démocratie, on ne peut pas l'imposer partout aujourd'hui. On ne peut pas l'imposer avec des armes comme on a voulu faire en Irak, en Syrie ou en Libye. Il faut que ces sociétés, la première chose, c'est qu'on leur donne l'exemple. C'est déjà beaucoup. Donner un exemple qu'une démocratie peut fonctionner, qu'une démocratie crée du bien-être et de la justice. Et si on donne un bon exemple, le bon exemple peut être comme ça une infection positive. Mais la démocratie, on peut pas l'imposer comme ça. Et donc nous, on a eu aussi un long cheminement. Mon épouse, au début du mariage, elle ne pouvait pas voter. Et pourtant, se considérait une grande démocratie. Par rapport aux réseaux sociaux, justement, avec tout ce mouvement MeToo actuel, quel est votre point de vue? Alors, c'est une bonne chose, mais il me semble qu'on est en train aussi d'exagérer. Moi, j'ai de la peine quand on vient avec des accusations qui remontent à 30 ou 40 ans. Moi, je me rappelle que Madame Widmer-Schlumpf m'avait demandé un avis sur l'affaire du cinéaste Roman Polanski. Et moi, j'avais dit, mais sauf erreur, la question avait déjà fait l'objet d'un accord judiciaire aux États-Unis. Si les États-Unis demandent l'extradition, demandez les documents, tous les documents de la procédure américaine. Et les Américains, effectivement, n'ont jamais répondu. Et donc, Polanski n'a pas été extradé. Mais c'était il y a 40 ans. Et s'il y a une prescription, c'est pour dire qu'après un certain nombre d'années, il n'est plus possible d'affronter la vérité. Alors, MeToo en tant que tel est une réaction saine parce que c'est absolument inadmissible qu'on use de son pouvoir et de sa position pour profiter des plus faibles, notamment des femmes. Mais il ne faut pas non plus renverser la présomption et qui est une présomption de culpabilité. Parce que vous savez, moi j'ai eu affaire avec des accusations, c'était d'abus d'enfants qui se sont révélées fausses et c'était des accusations qui étaient formulées comme par hasard dans une procédure de divorce. Et donc, il faut être toujours très prudent et examiner bien les choses, voilà. Mais qui est une réaction contre le machisme et contre les abus, on ne peut être que d'accord. Ça paraît évident. Sans oublier que des hommes sont aussi parfois harcelés, ne l'oublions pas. On a un courageux, Laurent, qui veut parler. Laurent, on t'écoute. Oui, bonsoir, merci. C'est moi effectivement qui avais posé la première question. Alors, elle était merci en tout cas pour la première partie de réponse et puis l'engagement. Je comprends que vous citez les accords internationaux trop lents. Alors, j'ai assisté à la conférence que vous connaissez certainement sur le droit du travail de Maître Aubert le 15 septembre et le professeur Roth invoquait la modification de jurisprudence, notamment au niveau du code pénal et de son article 102 qui permet finalement ce que vous proposez dans l'initiative, à savoir d'attaquer en Suisse une société pour des faits commis à l'étranger. Moi, ma crainte, c'est qu'en faisant cavalier seul, on déplace le problème ailleurs. Il est facile de déplacer l'entité juridique d'une société. Et à cet égard, je me disais, par rapport à la lenteur, est-ce que vous avez suivi le projet, parce que j'avais participé à l'origine du projet d'interdiction du travail des enfants, qui avait été initié par le BIT, et il y avait un travail en parallèle, d'une part par le BIT et d'autre part par des labels privés, notamment Fairtrade. Alors, le problème qu'ils avaient, c'est le manque de moyens. Donc, question, est-ce que c'est le bon outil? On ne va pas déplacer le problème, finalement, en faisant cavalier seul. La deuxième question, est-ce que vous avez, à titre de comparaison, effectivement, un résultat tangible pour l'interdiction du travail des enfants qui a pris 10 ans pour que cet accord international soit signé, voire plus, et le travail en parallèle des ONG était à ce moment-là, de ce que je comprends, inutile. Alors, attention de ne pas confondre les instruments de droit pénal et de droit civil.
l'initiative concerne exclusivement le droit civil. Donc, c'est une action civile d'un privé contre un autre privé devant la justice. Et c'est le siège en Suisse qui est déterminant. Et comme je vous ai dit, nous ne sommes pas les seuls. Et je vous assure qu'aucune société ne quittera le territoire suisse, comme aucune société en France n'a quitté la France après la loi de mars 2017. Les avantages d'être en Suisse pour ces entreprises est multiple. N'oublions pas que elles ont un pays à disposition où la logistique fonctionne de façon admirable. Les télécommunications, les transports, les aéroports à proximité. Et surtout, c'est un pays sûr. C'est un pays qui a des écoles internationales de haut standing. Et si on veut attirer des managers compétents, il faut pouvoir offrir toutes ces qualités de vie. Sans ça, ces managers ne viendront pas avec leur famille. Et donc, et puis en plus, il y a l'aspect fiscal qui est très favorable. À Zug, la fiscalité est parmi les plus basses de Suisse. D'ailleurs, le nouveau CIO du UBS, qui est un Hollandais, au grand dam des Zurichois, n'a pas pris son domicile à Zurich, mais il le prend à Zug. Alors, quand on gagne ce que gagne un CIO de UBS, Hermod y gagnait 12 à 13 millions par année, même si on payait un peu plus d'impôts. Mais bon, parenthèse terminée. Le texte pour le travail des enfants, oui, il existe. Après, il y a le texte et puis l'application des textes. Mais il faut dire et il faut reconnaître aux ONG qu'elles font un travail remarquable et que sans elles, il y aurait beaucoup de scandales qui ne seraient jamais découverts. En Suisse, on a Public Eye, qui était une fois la déclaration de Berne, qui fait un travail absolument remarquable. Et ces enquêtes se sont toujours révélées très sérieuses, parce que vous imaginez bien que si elles ne sont pas sérieuses, elles sont très rapidement démolies par le bataillon d'avocats que ces grandes entreprises ont à disposition. Donc, nous affirmons pas que notre initiative est la solution, mais c'est une partie de la solution. Et la pire des solutions, c'est de rien faire. C'est d'assister à ces scandales sans qu'on réagisse. C'est d'assister à que on met pas des filtres aux cimenteries au Nigeria, alors qu'on les met en Suisse et en Europe, comme si la vie au Nigeria comptait moins que la vie en Suisse. Voilà. Au moins, on essaye de faire quelque chose. La pire des choses, je répète, c'est rien faire et regarder. On va prendre les deux dernières questions. La première, par écrit, quel va être votre prochain combat et engagement? Oh là là, alors, engagement, j'en ai déjà plusieurs. J'ai cité la Méditerranée, je m'occupe aussi de culture. Et puis bon, j'ai l'âge que j'ai, donc voilà, je laisse aussi du temps pour des promenades dans la forêt avec mes chiens. Au moins j'essaye. Au moins j'essaye de le faire, oui. Et on a Evelyne qui veut vous poser une question. Evelyne, on t'écoute. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir madame. Ok, bonsoir monsieur Marty. J'apprécie vraiment beaucoup votre vision des choses. Je partage vraiment beaucoup de choses par rapport à tout ce que vous avez dit. Merci. Et j'en profitais pour vous poser une question que je me pose très souvent ces temps. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister progressivement à une espèce de dictature des multinationales qui prennent finalement le pouvoir par rapport au gouvernement? Qui s'approprient des ressources naturelles qui devraient être accessibles à tous pour les monétariser, et pour spéculer et se faire de l'argent. Et comment est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inverser, reprendre au niveau des gouvernements ce pouvoir et garantir cette mission de service au public? Et puis, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'évolution future ou plutôt pas? Alors, vous avez, je crois, pleinement raison. Il y a eu un développement, surtout ces dernières 10 années, où on a vu que la mondialisation concernait surtout le domaine économique
et les institutions et la législation restaient du domaine national. Ce qui a créé des zones de grande liberté, pour ne pas dire des zones de non-droit. Alors, vous avez des entreprises comme Amazon ou comme Apple qui en Europe ne payent pratiquement pas d'impôts. Amazon a fait un contrat secret avec le Luxembourg et donc vous avez Amazon qui paye même pas, je crois, 1% d'impôts alors que les entreprises luxembourgeoises en payent 15 ou 20 fois plus. Apple, c'est la même chose en Irlande. Et même aux États-Unis, maintenant, il y a le département de justice qui se préoccupe de la puissance qu'ont les GAFA, qui ont une puissance financière absolument époustouflante. Au fond, si on prend en considération leur puissance financière et leur capacité d'influencer notre vie de tous les jours, ces sociétés devraient participer aux séances du G20 parce qu'elles sont devenues déterminantes. Les GAFA, aujourd'hui, sont devenus des acteurs incontournables et qui peut faire un peu ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, il me semble qu'on a un début de réaction. On a vu la France, elle a réagi, l'Union européenne s'apprête à le faire. Aux États-Unis, on a finalement ouvert une procédure contre Google pour position dominante. Donc, il y a une réaction, notre initiative est aussi une réaction en ce sens. On doit rappeler à ces gens que c'est des sujets de droit comme vous et moi et que tout le monde est tenu à respecter les lois et les droits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur de Beaumont, notre cher président de l'ASC, est-ce que c'est possible de faire une petite conclusion avant que j'ouvre la parole, les micros de tous les participants? Voilà, j'aimerais surtout remercier infiniment Dick Marty de ce témoignage à cœur ouvert qui nous a prouvé peut-être la raison de son rayonnement, c'est l'authenticité par rapport à des convictions intérieures. Et je profite aussi de l'occasion pour féliciter Evelyne Branders qui vient de prendre la parole, qui est notre nouvelle présidente du comité Fribourg de l'ASC. Elle ne l'a pas dit par modestie, mais nous devions normalement, de façon présentielle, pouvoir inaugurer cette présidence avec la conférence de Dick Marty. Aujourd'hui, c'est les moyens informatiques et à distance qui nous permettent de le faire, mais j'aimerais aussi dire à Evelyne mes remerciements, mes vœux et mes félicitations pour empoigner une mission au service de nos membres, de telle façon qu'on puisse être un des éléments de cette fameuse démocratie à laquelle Dick Marty a fait allusion. Il n'y a pas de démocratie sans formation continue, de telle manière que les gens puissent avoir un esprit critique et donc se former leur propre opinion en toute liberté. Et il se trouve qu'Evelyne Branders, peut-être tout le monde ne le sait pas, est précisément dans le domaine du perfectionnement professionnel. Il n'y a donc, encore une fois, pas de hasard que nous nous retrouvions ce soir. Voilà, merci encore à Dick pour cette présence, pour nous avoir donné autant de temps, autant de lui-même. J'aimerais aussi exprimer cette gratitude à toutes celles et à tous ceux qui sont inscrits pour ce webinaire, qui étaient très, très nombreux. Peut-être que le coronavirus a un tout petit mérite, c'est de confiner les gens à la maison. Les restaurants sont fermés et donc tout le monde est là au moins pour continuer à forger notre société pour le jour où ce sale virus aura disparu. Merci encore Dick et je repasse la parole à Claire-Lise pour… Merci cher président, merci. Voilà, il me reste moi aussi à vous remercier. C'était vraiment un moment précieux que vous nous avez offert, avec beaucoup de transparence sur vos aspirations, sur votre parcours, sur vos combats. J'espère sincèrement qu'ils vont encore être nombreux. On a besoin aujourd'hui de personnes, hommes et femmes, qui s'engagent avec autant d'intégrité, de droiture et avec, surtout ce que j'ai appris ce soir, aucune peur face aux menaces,
puisqu'on surévalue complètement la menace et qu'il faut qu'on ose au quotidien, toutes et tous, dans nos postes, qu'on soit manager, qu'on soit politicien. C'est vraiment important qu'on s'engage tous. Voilà. Vous pouvez toutes et tous maintenant activer votre micro. Je vous ai permis de parler. Désolée de vous avoir laissé dans le silence jusqu'à maintenant. Si vous voulez dire bonsoir avant de partir ou dire quelque chose à haute voix, soit pour Monsieur Marty, soit pour Monsieur Debumont, et après on va gentiment se quitter. Voilà. Joanne, tu aimerais dire quelque chose ? Alors, merci infiniment pour ce webinaire qui était très, très intéressant et instructif et puis qui, j'espère, va nous donner le courage à essayer de très loin de suivre un peu la voie qui... Merci, Joanne. Sandrine ? Écoutez, pardon. Moi, j'ai eu énormément de plaisir ce soir. Je regrette qu'on ne l'ait pas fait en direct parce que je pense que ça aurait été encore un peu plus puissant, si j'ose dire. Mais enfin, c'était vraiment hyper, hyper intéressant et j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci. Merci beaucoup. Laurent ? Oui, bah alors merci effectivement à toi et merci aux intervenants pour l'engagement. C'est vrai que c'est toujours plus sympa de se voir. Je trouve que l'avantage quand on est à Genève, c'est que pour manager le tout, on peut imaginer dans le futur des séances où il y a des participants physiques et d'autres. Ça a permis de vous connaître et puis de participer depuis Genève. Alors merci pour ce débat démocratique et votre engagement. Merci beaucoup. Sébastien ? Oui, merci aussi de ma part. Pardon. Je m'excuse, Sébastien. Oui. Voilà, pardon. J'ai coupé ton micro par erreur, pardon. Voilà, merci à messieurs Marty et Debumont pour leur temps. Merci à toi, Claire-Lise. Effectivement, très intéressant. Moi, je travaille pour une grande société publique Swisscom. J'ai énormément d'amis qui sont cadres dans des ONG sur Genève et j'ai trouvé très enrichissant le temps qu'on a passé avec vous. Donc, je vous souhaite tout le meilleur. Merci encore. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Quelqu'un d'autre aimerait s'exprimer? Je vois que tous les autres ont gardé leur micro fermé. Si ce n'est pas le cas, Bruno. Oui, je voulais juste vous remercier pour l'organisation de cette belle soirée, Dominique pour l'animation, Claire pour l'organisation et Dick Marty. C'était une discussion très inspirante. J'espère que beaucoup de monde prendra exemple et saura écouter les conseils et les directives que vous donnez à partir de vos valeurs. Merci beaucoup, Bruno. Notre nouvelle présidente fribourgeoise, la première femme d'ailleurs présidente de l'ASC en Suisse romande, ça fait du bien à l'inclusivité et renforcer les rangs des femmes au sein de l'ASC, aimerait prendre la parole. Evelyne, on t'écoute. Merci beaucoup. Au-delà de remercier encore Monsieur Marty, je voulais le féliciter vraiment parce que je trouve qu'il a un parcours extraordinaire. On sent qu'il y a la volonté d'être aligné avec ses propres valeurs. Et puis ce que moi j'en retiens, c'est que quand on est aligné avec ses valeurs, on n'a pas peur, on avance, on a une ligne de carrière qui va tout droit vers ce qu'on veut et vers ce en quoi on croit, et on est heureux dans ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut retirer de ce qu'on a entendu ce soir. Et moi, franchement, je vous félicite. Merci beaucoup, Evelyne. Personne d'autre veut s'exprimer? C'est le dernier moment. Ok. Alors moi, j'aimerais quand même aussi vous remercier toutes et tous pour votre patience et j'ai eu beaucoup de plaisir de dialoguer avec vous et je vous remercie pour ces compliments. Mais sachez que je continue et je persiste à croire que j'ai vraiment rien fait d'extraordinaire. Je crois que le secret, c'est simplement d'être cohérent avec soi-même et peut-être c'est un discours qui est aujourd'hui un peu ringard, mais je crois qu'il faut avoir des valeurs et essayer d'être fidèle à ces valeurs-là. Être complètement aligné avec soi-même, ça sera le mot de la fin. Monsieur Marty, Monsieur Debumont, un immense merci. Je vous souhaite une excellente soirée et bonne chance pour votre initiative parce que je crois que vous avez quand même un combat commun en ce moment tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.